Bientôt, le gouvernement va lever toutes les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Une réunion a été organisée ce mardi par le Premier ministre Sama Lukonde pour statuer sur la question. Et puis, processus de paix dans la partie orientale de la RDC, une rencontre d'évaluation de ce processus est prévue ce mercredi. Elle mettra ensemble l'ex-président du Kenya, Uhuru Kenyatta, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba et le ministre d'État en charge de l'intégration Mbouissia Nyamwisi. Et puis à l'international, l'espace UEMOA doit connaître une croissance de 7% en 2023 contre 5,9% l'année précédente. C'est ce qui ressort de la conférence de chefs d'État et de gouvernement tenue ce samedi. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Ici sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de monsieur Donald Lengou. Il est président de la corporation de changeurs manuels. Avec lui, nous allons aborder la question de la dépréciation du franc congolais. Bonsoir, monsieur Donald Lengou. Bonsoir. Oui, avant de revenir à vous, nous allons d'abord commencer par l'actualité. Je l'ai dit en titre, le facilitateur dans le processus de paix en RDC, Uhuru Kenyatta, est attendu à Goma ce mercredi où l'attendent déjà le ministre de l'intégration, ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mbouissia Nyamwisi et le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ancien chef d'État kenyan, à la retraite, devrait ensemble avec les membres du gouvernement congolais évaluer le processus de paix dans la partie orientale de la RDC où le cessez-le-feu est encore fragile entre les FARDC, l'armée congolaise et les rebelles du M23. Patrick Ilunga. L'arrivée de Uhuru Kenyatta mercredi sera dans un contexte où le cessez-le-feu commence à se rompre avec des combats, bien que sporadiques, entre le M23 et des groupes armés Wazalendo qui disent défendre le territoire congolais. L'agenda de travaux à Goma prévoit une discussion sur le cantonnement du M23 dans le camp de Rumangabo, dans le Nord Kivu, à l'est du pays. Après près de 4 mois d'impasse, les positions se radicalisent de nouveau entre les rebelles et le gouvernement congolais, faisant craindre une escalade militaire de nouveau au Kivu. Le gouvernement congolais accuse les rebelles de renforcer leur position et le M23 de son côté affirme n'avoir pas pris un engagement pour le désarmement. À son arrivée ce mardi à Goma, le ministre de l'intégration régionale Mbouissia Nyamwisi a déclaré que le gouvernement est en action pour pouvoir négocier le virage en vue de retrouver la paix tant désirée ici. Selon lui, actuellement la politique et la diplomatie sont au rendez-vous pour discuter le virage nécessaire pour pouvoir obtenir le cantonnement des rebelles à Rumangabo. Pour sa part, Uhuru Kenyatta exhorte au dialogue et appelle tous les groupes armés à déposer leurs armes. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce lundi la cérémonie de présentation de l'outil numérique suivi de l'effectivité de la paye des enseignants. Un outil est mis en place par la Direction nationale du contrôle de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires, d'INACOPE en sigle, sous la supervision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en vue d'assurer toutes les missions reprises dans la dénomination de cette direction. Le chef du gouvernement a salué l'initiative. C'est avec satisfaction que j'ai suivi la présentation de l'outil de l'effectivité de la paye des salaires des enseignants et des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques et bureaux gestionnaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ici, je voudrais remercier le ministre pour être allé plus loin, effectivement. Ça m'a permis de découvrir non seulement l'outil qui est à l'ordre du jour et ce midi, mais aussi les autres applications qui sont déjà disponibles sur le site. Et ça démontre à suffisance, effectivement, tout le travail qui a été fait
dans le cadre de la numérisation de ce secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ce sont des efforts louables et à féliciter. Et comme vous le savez, le gouvernement de la République accorde une attention particulière et prioritaire sur la gratuité de l'enseignement primaire public en République démocratique du Congo. Et par conséquent, la paye régulière, comme cela a été rappelé, dans les délais, des salaires des enseignants d'une part, et celle des frais de fonctionnement des établissements scolaires publics et autres, qui sont d'ailleurs le socle de la pérennité de ce programme de la gratuité de l'enseignement. Vers la levée totale de toutes les mesures restrictives de lutte contre la Covid-19, le Premier ministre a dirigé ce mardi une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Cette réunion a eu pour objectif de statuer sur les mesures prises au niveau du pays contre la Covid-19 au regard de la position actuelle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur cette pandémie face à l'évolution de la situation. Il ressort de cette rencontre que le chef du gouvernement prendra incessamment un décret qui va lever toutes les mesures barrières, notamment celles des frontières. Le ministre de la Communication et Médias, qui a fait le compte-rendu de la rencontre, a indiqué qu'il était question au cours de cette réunion de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment celle liée à la Covid-19 qui, selon l'OMS, ne représente plus une menace pour la population. Il s'est agi de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Vous savez qu'en Conseil de ministres, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé à ma gauche avait déjà déclaré que l'épidémie, la Covid ne représentait plus la menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises. Et vous savez qu'il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe notamment de mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus la même menace et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Peut-être que le ministre de la Santé peut nous en dire plus sur comment ces mesures pourront être orientées. Pour sa part, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a souligné la nécessité de lever les mesures restrictives prises au pays compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain. Mais le tout passera par un décret du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Effectivement, comme l'a dit le ministre de la Communication, c'est une réunion multisectorielle. C'est-à-dire que toute l'équipe qui a géré la Covid, en partant du Premier ministre lui-même, s'est réunie pour tirer les conséquences. L'une des premières conséquences, c'est que l'OMS a levé l'urgence de santé publique de portée internationale. Et donc, nous allons travailler maintenant cet après-midi pour pouvoir rédiger les mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra adresser à la population. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va lever les mesures qui étaient déjà prises, pour notamment au niveau des frontières. Il s'est de noter qu'avec la levée attendue de ces mesures, le test et le vaccin Covid-19 ne seront plus exigés ni à l'entrée ni à la sortie des frontières de la RDC. On va rester dans le domaine sanitaire. Il n'y a pas de trafic d'organes humains en République démocratique du Congo. Le gouvernement signe et persiste, selon le vice-ministre de la Santé, Serge Olène, qui était devant la presse lundi. La RDC n'a pas d'infrastructure appropriée, mais aussi le personnel suffisamment outillé pour réaliser des transplantations d'organes humains ici au pays. Suivez le vice-ministre de la Santé. Bon. Là encore, je voudrais rassurer la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très, très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées.
Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme des qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. D'autres personnes n'ont qu'un seul rein. Donc vous allez faire une opération, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait de scanner. C'est très complexe. Et ici à Kinshasa, comme je dis, les laboratoires pour le faire, la conservation, c'est très très difficile. Non seulement ça, le cadre légal. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas autorisé. On va parler de tout autre sujet, les taux d'échange, vous le savez. En RDC ne cesse de grimper et que ça touche même les pouvoirs d'achat des Congolais. Mais qu'est-ce qui est réellement à la base de cette perte de valeur de la monnaie nationale qui se change aujourd'hui à plus de 2450 francs congolais pour $1? Nous sommes sur ce plateau, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, dans l'entame de ce journal avec M. Dona Lengou, à qui je redis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la corporation d'échangeurs manuels de la monnaie ici au Congo. Et la première question que je veux vous poser, c'est d'abord de savoir à votre niveau, qu'est-ce qui peut être à la base de cette dépréciation de la monnaie nationale alors qu'on sait les réserves d'échange sont quand même importantes? Oui. Nous devons savoir pourquoi nous sommes arrivés là. Voilà. C'est ça la question que nous devons poser. Parce que depuis 2019, je pense qu'il y a eu une succession des événements sur le plan macroéconomique international. Il y a eu le Covid qui a commencé déjà à impacter négativement les économies sur le plan international. Et nous avons des économies extraverties. Donc cet impact-là, vraiment a dérangé ce que nous, on était en train de faire. Ce n'est pas seulement le Covid, il y a eu la guerre à l'Ukraine qui continue avec ses impacts. Et ça, c'est sur le plan international. Mais sur le plan local, nous devons savoir, nous sommes agressés par des ennemis de notre pays qui veulent vraiment déstabiliser notre nation, même l'économie de notre pays. Donc tout ça, c'est un impact négatif. Et c'est la guerre de l'Est touche. Donc nous devons faire face à cela. Et on doit chercher les options par le gouvernement pour chercher à faire face à cette situation-là. Tout ça, c'est des problèmes. Nous sommes aussi dans un contexte de processus électoral. Tout ça, c'est des moyens. Tu vois que donc nous avons vraiment une succession des événements, un contexte qui est vraiment très difficile pour nous. Et cela a touché même les pouvoirs d'achat de la population. Voilà. Mais je pense que c'est une situation qui doit quand même nous réveiller pour que nous remettons au travail. On ne doit pas continuer à se plairer. Justement, nous remettre au travail, qui doit être fait? Est-ce que vous pouvez imaginer, ou soit vous imaginez déjà des solutions ou à proposer, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment moyen de pouvoir stabiliser la monnaie nationale? Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Pour stabiliser la monnaie nationale, c'est aussi un processus que nous devons commencer.
il y a une semaine, la Banque centrale a commencé par la formation selon les normes de métier de l'argent, quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce qu'ici, chez nous, les gens travaillent sans discipline, sans normes, sans respecter les règles. Comment on peut vraiment réussir, comment on peut stabiliser quelque chose où les gens travaillent en désordre, gagnent en désordre? Donc, il faut montrer aux gens une intelligence, la façon de travailler, et avec la discipline, je pense qu'on peut quand même arriver à éviter certaines choses. Parce que si nous sommes disciplinés, vraiment, même s'il n'y a pas la production, nous pouvons quand même arriver à faire quelque chose. Justement, vous avez... avec la discipline et en appliquant la réglementation de change. Il faut la mise en application. Alors, si la mise en application tarde, ça c'est un problème aussi des autorités. Il faut faciliter la Banque centrale à mettre en application certaines règles qui permettent à organiser le marché de change. Parlons justement de la Banque centrale. Elle venait justement de prendre ou de reconduire certaines mesures qu'elle avait prises il n'y a pas longtemps. Et par exemple, on parle aussi de l'interdiction des affichages du taux d'échange devant les bureaux d'échange. Comment jugez-vous, comment voyez-vous, quelle lecture faites-vous autour de cette décision? Est-ce que ça peut aider? Oui, parce que les problèmes d'affichage des tableaux sur les voies publiques, c'est tout simplement pour des réseaux de marketing. Les gens affichent les taux hors normes, hors marché, pour seulement attirer les gens. Alors, ce sont des pratiques qui ne sont pas bien. Alors, c'est pour cela que nous avons déjà dit ça depuis longtemps, qu'on puisse vraiment enlever les tableaux sur les voies publiques. Les gens vraiment sont quand même... Vous savez, ce n'est pas tout le monde, hein. Il y a quand même des tétis. Hein, et lorsqu'on travaille où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de surveillance, il faut sanctionner. Il faut dire aussi que dans ce dossier, vous êtes beaucoup plus aussi accusé de pouvoir jouer à la surenchère. Ce n'est pas tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde. Moi, par exemple, je travaille pour la conformité. Nous avons réussi à mettre en place une structure de taux-régulation des marchés, qui est la corporation. C'est une branche armée de la Banque centrale. Ça, vous n'allez pas dire. En collaboration. Oui, nous sommes partenaires. Voilà. Donc ça, ce sont les changeurs. Mais ce n'est pas les gens qui affichent les taux n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui sont disciplinés, il y a d'autres qui ne sont pas disciplinés. Est-ce que cette situation de la dépréciation de la monnaie nationale vous met aussi à mal votre travail? Quelles sont les difficultés? Ou bien vous n'êtes que aussi, on va dire comme ça, un peu... chez vous, c'est normal, ça ne touche pas vraiment votre travail? Non, ça touche parce que nous travaillons bien pendant la période de la stabilité. Vous savez, en économie, nous avons trois périodes. Nous avons la période de la stabilité, nous avons les contextes de l'inflation et de la relance de la croissance. Par exemple, aujourd'hui, c'est un contexte vraiment de l'inflation où nous devons savoir, nous devons mettre des dispositifs pour arriver à juguler cette inflation, à réduire la vulnérabilité sur les marchés pour réduire l'inflation. Oui, à réduire la vulnérabilité, vous avez dit, ça sera votre dernier mot, monsieur Donald Lengo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de la corporation des échangeurs manuels ici en République démocratique du Congo. Merci d'être passé. Merci. Voilà. On va poursuivre avec l'actualité. Ce lundi, le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ainsi que le DG de la FIKIN, foire internationale de Kinshasa, était en visite d'inspection des travaux de modernisation de cette foire de Kinshasa, et il s'est dit satisfait de l'évolution des travaux, tout en insistant sur le fait que la réalisation de ces travaux est une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez le commentaire d'Emi Kabea. Roi ont causé sa ruine. Pour Jean-Lucien Boussa, tout doit être fait pour que la foire internationale
ministre d'antan. Quelques jours Sa après visite la d'inspection en début de protestation de la... semaine était donc pour s'assurer que les travaux de modernisation de ce haut lieu de divertissement se déroulent sans encombre. Ainsi, des infrastructures haut de gamme devraient sortir de terre dans 14 mois pour refaire la Fikine. C'est l'assurance donnée par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Congo, au bazana posa pe Fikine, ba yebaka pe yango bazai bele. Soki bazoleka awa bazolela. Bazalaki kolela. Ah, Fikine yango ekoma bo. Fikine ebonga mokolo nini? Toyebisa bango te mokonzi mboka. Teka zoki bokonzi apesa nga instruction. Que Fikine ezala modernisé. Et comment lokola ba foire ba mboka misusu ba paya ezala na États-Unis, ezala na Chine, ezala na Europe, ezala na Afrique, tozala na foire na biso ezala ba niveau wana. À la fin de sa visite, ces membres du gouvernement a exprimé son satisfecit. Il s'est engagé à suivre à la loupe toutes les étapes afin que ces chantiers ne connaissent aucun arrêt. La Fikine est un établissement public à caractère commercial, agricole, industriel et artisanal. Elle a été créée en 1969. Son objectif principal est de contribuer à la promotion de produits congolais, mais aussi d'organiser des manifestations foraines, de foires provinciales, nationales et internationales. Dans les années antérieures, cet établissement public a fait la fierté de la RDC. Les pillages de 1991 et 1993 ont causé sa ruine. Autre chose dans ce journal, quelques jours après la protestation de la CENI quant à la présence des agents du ministère de l'Intérieur dans les bureaux de réception et traitement des candidatures, Peter Kezadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, répond à l'interdiction lancée par la CENI. Pour lui, cette institution d'appui à la démocratie a agi par émotion. Je vous propose d'écouter le vice-premier ministre Peter Kezadi. La CENI a agi par émotion. Il y a de l'émotion, il y a du sensationnel. La loi des finances institue l'organe taxateur comme habilité à contresigner les bordereaux que vous voyez de la DGRAD là, en vue d'encadrer les finances. L'argent que l'on paye par les candidats rentre dans les trésors publics. Et les taxataires à la matière, c'est mon ministère à travers son secrétariat général chargé des questions des partis politiques. C'est comme ça que mon secrétaire général, en vertu de la loi des finances, qui l'oblige à mobiliser et à encadrer les recettes, a déployé des gens avec un ordre de mission clair, l'encadrement des recettes générées par les dépôts des candidatures. Ce qui fait que tout citoyen respectueux des lois de son pays et surtout les citoyens qui veulent de la transparence en matière financière ne peut pas s'opposer. Dans l'ordre de mission remis aux agents de mon ministère, nulle part n'est indiqué qu'il faut aller là-bas réceptionner les candidatures. C'est aller vérifier comment l'argent est payé et comment l'argent est orienté vers la caisse du Trésor. Et c'est malheureux que la CENI ait agi par émotion. Peut-être il n'avait pas l'information. Pour une nouvelle fois, le sénateur Matata Ponyo est attendu au parquet près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet sur invitation du procureur général près cette cour, Mukolonko Kesha, concernant l'affaire Bukangalonzo, où il est accusé de détournement des fonds alloués à ce parc agro-industriel. Patience Lokeke. Accusé pour détournement de fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo, dont les montants s'élèvent à 205 millions de dollars sur le 285 millions décaissés par les trésors publics, selon le rapport de l'inspection générale de finances. L'ancien premier ministre et sénateur Matata Ponyo est à nouveau invité par un mandat de comparution au parquet général près la Cour constitutionnelle. C'est le procureur général près la Cour, Jean-Pierre Mukoloko Kesha, qui a signé le document.
Ce, quelques jours après avoir demandé au président du Sénat, Bahati Lukwebo, d'enlever l'immunité parlementaire du sénateur Augustin Matata Ponyo pour permettre à ces derniers de répondre aux infractions mises à sa charge. Pour rappel, l'ancien ministre Matata Ponyo avait été jugé par la Cour de cassation qui, du reste, s'était déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo, ancien premier ministre. L'affaire à la Cour constitutionnelle, qui est la seule organe habilité à juger le président de la République et le premier ministre pendant l'exercice de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger les infractions commises par un ancien premier ministre pendant l'exercice de sa fonction en 2021. Une décision qui a été revue après avec un arrêt de la Haute Cour se déclarant compétente de siéger sur les dossiers d'un ancien premier ministre et ancien président de la République. On va aller un peu plus loin avec ce dossier. Nous avons ici Patience Lokeke, journaliste à Géopolis Télévision, qui suit de près depuis les débuts les dossiers à Matata sur l'affaire Bukanga Lonzo opposant la Cour constitutionnelle, ou soit la justice congolaise, et l'ancien premier ministre Matata Ponyo. Patience Lokeke, bonsoir. Bonsoir, Fiston Lokeke. Qu'en est-il de l'affaire Matata Ponyo aujourd'hui? Merci Fiston pour la parole. Il faut dire que jamais une affaire n'a eu autant de rebondissements que celui de Matata Ponyo. Il a connu d'abord et avant tout une première citation et les exceptions soulevées par ses avocats ont poussé la Cour constitutionnelle à se déclarer incompétente lors de son audience du 15 novembre 2021. Au motif, Matata Ponyo n'était plus au fait Premier ministre en fonction, alors que la Cour constitutionnelle est habilitée à juger que le Premier ministre est président de la République en fonction. Voilà. Et aujourd'hui, on parle des rebondissements. Le procureur près la Cour constitutionnelle l'a encore de nouveau invité. Qu'est-ce qui fait que malgré la décision de la Cour constitutionnelle n'être pas compétente de juger Matata Ponyo, puisse revenir sur cette décision, et aujourd'hui on parle encore d'un autre procès qui doit s'organiser? Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord le parquet près de la Cour constitutionnelle qui a proposé Matata Ponyo auprès de la Cour constitutionnelle. Et après la décision de la Cour constitutionnelle de ne pas juger Matata Ponyo, le parquet n'a pas plu, la décision n'a pas plu au parquet et il a continué sa démarche et il est allé proposer à nouveau Matata Ponyo à la Cour de cassation et la Cour de cassation a à nouveau pris une autre décision. Il s'est dit aussi incompétente par rapport à l'affaire Matata Ponyo, et l'affaire Matata Ponyo va dépasser les caps de la justice pour aller plus loin après pour atteindre les caps politiques après le dépôt de la candidature, après que Matata Ponyo s'est déclaré candidat au présidentiel, alors que le fait lié à Matata Ponyo se juge actuellement par rapport à sa position politique. Voilà. Alors, quelle est la position de Matata Ponyo par rapport à tout cela? Et Matata Ponyo, par rapport à sa déclaration, il veut se présenter à la justice à la seule condition que la justice soit la procédure soit respectée. Okay. Selon Matata Ponyo, par rapport au fond de l'affaire, il s'est dit qu'il est innocent. Selon lui, aucun financement alloué à l'affaire Bukanga Lonzo, même pas un franc, n'est allé dans sa poche. Il a eu justement cessation de financement. Voilà. Merci beaucoup, Patience Lokeke, pour vos éclaircissements. Merci, Fiston. Merci beaucoup. On va poursuivre avec l'actualité. Sachez que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempo Ikadima, n'est pas prêt à céder sa place après sa destitution du perchoir de cet organe délibérant vendredi dernier, 48 heures après. Ce dernier a saisi la Cour constitutionnelle jugeant la procédure de sa destitution d'irrégulier. Enoch Issei.
Dans un tweet sur la toile, il est notamment écrit « Décider de mettre hors d'état de nuire, de mettre de fictifs, comptes parallèles et fausses pièces comptables dans la ville-province de Kinshasa. Godempoy saisit la Cour constitutionnelle contre sa déchéance, jugée irrégulière. C'est le vendredi 7 juillet dernier, au cours d'une séance plénière, que les députés de la province de Kinshasa ont scellé le sort du pasteur président. Sur les 41 députés présents à la plénière, 34 ont voté pour sa déchéance, 4 contre et 3 se sont abstenus. Il y a lieu de rappeler que les élus provinciaux avaient accordé un sursis. Nos excuses pour ce petit désagrément technique. On va revenir sur cet élément ou cet article dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, il s'observe à Kinshasa un phénomène d'organisation, et ça depuis longtemps, des collations en faveur des finalistes des écoles maternelles, un phénomène qui a pris corps en RDC à Kinshasa, donnant lieu à des dépenses parfois exorbitantes, une pratique qui vient d'être formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, dans une note circulaire. Alors, comment les parents ont reçu cette nouvelle? Rosie Chioyo et Giscard Tamba étaient à leur rencontre. Depuis un moment, en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, certaines écoles organisent des collations en faveur de cycles maternels. Une pratique qui est réservée aux finalistes des universités et instituts supérieurs. Elle est à la base de plusieurs conséquences incalculables et surtout économiques. Chose qui a motivé la décision du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, d'interdire ces cérémonies sur toute l'étendue du territoire national. Une décision saluée par certains parents qui ont aussi jugé cette cérémonie de collation de moins importante et ont demandé au ministre d'éveiller pour l'applicabilité de sa décision. Merci pour la question. Pour moi, je pense que c'est une bonne décision parce que nous sommes dans ces pays depuis qu'on est né. On a terminé l'école maternelle comme tous les enfants qui terminent aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de collation. Maintenant, aujourd'hui, ce phénomène a amené beaucoup de déviations. Alors pour moi, je suis d'accord que ça soit arrêté. Personnellement, je pense que c'est une bonne décision, en tout cas selon moi, parce que cette activité-là de festivités chaque fin de l'année commençait à un peu coûter aux parents sur base des moyens, financièrement, si je peux le dire ainsi. C'est quelque chose qui commençait déjà à déranger les parents. Quelqu'un peut ne pas avoir les moyens d'organiser cette fête-là, mais comme les enfants obligent, parce que nous avons tendance à voir que non, les enfants obligent en tout cas cette fête-là aux parents. Alors les parents peuvent être dans une situation un peu chaotique parce que nous vivons au Congo, nous savons comment est-ce que nos parents sont payés par-ci par-là. Il peut être dans une situation un peu difficile, mais comme l'enfant l'oblige que cette fête-là soit organisée, les parents seront à l'obligation de l'organiser alors qu'il n'a pas les moyens. Il risque de s'endetter et arriver à avoir même des problèmes avec les gens pour la dette est prise pour l'organisation de cette fête-là. En tout cas, moi je pense que c'est une bonne décision et j'encourage cette décision prise par les ministres de l'EPST. Je salue en tout cas la décision, c'est une très bonne décision et je pense que tout parent idéal, tout parent qui réfléchit ne peut que dire ce que moi je viens de soulever ici. Rappelons que cette cérémonie qui prend une autre allure aujourd'hui n'était organisée que pour les finalistes de fin des cycles supérieurs et universitaires. Et puis en sport, sachez que la Côte d'Ivoire accueille dans sa capitale Abidjan la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Ce jeudi 13 juillet 2023, la RDC y sera représentée avec 3 membres du CONOR. A signalé que le président du CONOR, Dieudonné Simbissé Leloutou, a précédé les membres de la délégation congolaise à l'invitation de la CAF pour assister d'abord à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Total Energy Maroc 2023, en marge de laquelle s'est tenue à Rabat le vendredi 7 juillet 2023 la réunion du comité exécutif présidé par le président Patrice Motsepe. Mesdames et messieurs, on va poursuivre l'actualité, mais cette fois-ci au-delà de nos frontières.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA devrait enregistrer une croissance économique de 7% en 2023 contre 5,9% en 2022 selon un communiqué publié à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du bloc régional tenue ce samedi 8 juillet à Bissau. À l'échelle régionale, le taux d'inflation est attendu à 4,4% en 2023, ce qui représente une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2022. Edouard Funda. Les économies des pays ayant en commun l'usage du franc CFA ont fait preuve de résilience en 2022 en dépit des chocs auxquels elles ont été confrontées. Leur rythme de croissance devrait s'accélérer cette année. Abordant l'évolution récente de la situation économique et financière de l'Union et des perspectives, la conférence des chefs d'État et de gouvernement se félicite de la résilience des économies de la zone dont le taux de croissance économique est prévu à 7% en 2023 après 5,9% en 2022 malgré les chocs enregistrés sur le plan international et au sein de l'espace communautaire. Note le communiqué. L'inflation devrait également refluer cette année grâce notamment aux multiples efforts déployés par les États membres en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations face au renchérissement des coûts des produits alimentaires et énergétiques, a-t-on précisé de même source. À l'échelle régionale, le taux d'inflation est attendu à 4,4% en 2023, ce qui représente une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2022. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a par ailleurs salué les actions prioritaires entreprises par les institutions spécialisées en vue d'assurer un financement satisfaisant des économies de l'Union. Et puis le comité exécutif du programme des ponts commerciaux africains, un programme interrégional multidonateur, a annoncé dans un communiqué publié jeudi dernier qu'il allait mobiliser 1,5 milliard de dollars américains pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe. Edouard Funda, une fois de plus. L'objectif principal du programme à court terme est de répondre aux besoins immédiats des pays membres en matière de sécurité alimentaire en mettant l'accent sur la garantie des ressources nécessaires à un approvisionnement constant et fiable en produits alimentaires essentiels, a-t-on précisé de même source. Ce projet qui vise à soutenir les flux commerciaux et les investissements entre les pays arabes et africains a également précisé que son initiative dédiée à la lutte contre l'insécurité alimentaire s'articule autour des 4 piliers que sont le commerce de l'investissement, l'assurance et les infrastructures. En attirant les investissements, en modernisant les infrastructures, en optimisant les chaînes de valeur et en encourageant la coopération, le programme vise à mettre en place des systèmes alimentaires résilients et durables qui garantissent la disponibilité, l'accessibilité et le caractère abordable d'aliments nutritifs pour tous. A souligné le comité exécutif du projet, indiquant que son initiative comprend également un volet portant sur le développement des capacités et l'assistance technique. Ce projet est soutenu par la Banque africaine d'import-export, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la Banque islamique de développement, la Société islamique internationale de financement du commerce, la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, la Société islamique pour le développement du secteur privé et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Mesdames et messieurs, on va faire place à la revue de presse. La revue de presse de ce jour est concoctée par Enoch Issei, avec qui je suis sur ce plateau. Enoch Issei, bonsoir. Bonsoir Fiston Rouléco. Oui, on va commencer par ce titre, par cette information, trafic d'organes humains. La presse en parle. Oui, la presse en a parlé ce matin. Trafic d'organes humains à Kinshasa. On va commencer par le journal Forum des As qui titre à sa machette. Réagissant à la prétendue vente d'organes humains, pour le gouvernement, c'est techniquement impossible. Un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement il faut avoir des infrastructures, il faut aussi avoir des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi les conditions de conservation et de transport. Et il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une vie limitée. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça,
ça ne prend pas moins de 12 heures, a affirmé le ministre de la Santé. Les gens ne savent pas de quoi il parle, a souligné le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Olené Obed Anzem. Il s'est exprimé, bien sûr, c'était hier, lundi 10 juillet, au cours d'un briefing de presse co-animé bien sûr avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Et donc ici, on parle aussi du processus électoral. La CENI rejette la demande de révision ou soit de la réaudit du fichier électoral. Voilà, ça c'est le deuxième sujet qui a vraiment bougé la toile ce matin et qui a été publié bien sûr par les différentes maisons de presse. Alors on va parler du processus électoral. La CENI a rejeté bien sûr la demande de la révision du fichier électoral. On commence par La Prospérité, le journal La Prospérité qui écrit à sa machette un autre audit fichier électoral. CENI, la plénière rejette la requête de l'opposition. Tout est dit. Il n'y a plus rien à ajouter. Sans une justification solide, il est illogique d'apprendre un autre audit externe du fichier électoral. Telle est la position de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui siégeait vendredi 7 juillet 2023 autour de son président Denis Kadima Kazadi. Sur le communiqué 030D rendu public hier lundi relatif aux échanges entre la CENI et quelques leaders des partis politiques de l'opposition prouve à quel point la centrale électorale tient mordicus à l'inclusivité et en même temps au respect de son calendrier électoral, pas d'exigence légale. Il faudrait dire aussi que l'Avenir, le journal L'Avenir est revenu avec la même information pour dire: la plénière de la CENI rejette l'audit externe proposé par Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga. La CENI va donc publier, selon le prescrit de la loi, les prescrits de la loi sur son site internet, la liste des électeurs. À cette occasion, les parties prenantes pourront procéder à tout type d'opération de contrôle ou d'audit. L'audit externe du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale et moins encore réglementaire dans le contexte de la République démocratique du Congo. Cet audit est plutôt une activité calendaire qui fait partie de bonnes pratiques reprises dans le plan stratégique de la commission électorale, de la centrale électorale, en vue de répondre aux soucis de transparence dans la constitution du fichier électoral et de toutes les autres opérations. C'est de plein gré que la CENI s'y est soumise. Et donc ici, Tony Mwaba suspend la collation des finalistes aux écoles maternelles. Voilà, c'est une décision qui fait mal pour certains parents, il faudrait le dire. On revient sur ce que les tabloïds, les journaux titrent à sa machette: Tony Mwaba décrète la fin des cérémonies de collation. Il s'observe, bien sûr, à la clôture de chaque année scolaire, l'organisation de la cérémonie de collation des grades en faveur de finalistes du cycle maternel, cérémonie pourtant réservée exclusivement aux précipiendaires du niveau supérieur et universitaire, explique le ministre de l'EPST dans sa note circulaire référence numéro ministère de l'EPST bar CAB MIN, donc cabinet du ministre bar 00D bar 2023. Il précise que cette pratique va à l'encontre des instructions en vigueur et elle est à la base de plusieurs incidents et conséquences incalculables. De ces faits, incalculables, merci beaucoup. De ces faits, stupide Tony Mwaba, j'interdis au chef d'établissement d'organiser dès la cérémonie surnommée. C'est en prenant le soin d'ajouter, en guise d'avertissement, je ne veux plus revenir. Oui, on va parler aussi en dernier, les restes d'un humain décédé ont été retrouvés dans le sac d'un fou. Ça c'est vrai, c'est le journal Le Phare qui écrit bien sûr, qui informe que horreur à Matete, des restes humains dans le sac d'un vrai fou. Donc ça c'est la question qui se pose. Alors c'était un terrible choc de nombreux Quinoises et Quinois hier lundi 10 juillet 2023 au quartier Batendede dans la commune de Matete à la vue de restes
de restes humains trouvés par hasard dans le sac d'un présumé fou qui logeait depuis longtemps dans un caniveau du coin. Selon le jeune, bien sûr, des jeunes gens du quartier en question, l'inconnu aurait été surpris en train de procéder à un changement d'accoutrement, à savoir des tenues propres contre des ayants en chasse par la foule et incapable de fuir. Le fou s'est fait arracher le sac en plastique qu'il tenait en main, lequel contenait un crâne humain. Une foule plus approfondie du caniveau a permis de démasquer d'autres sacs en plastique où étaient enfouis des morceaux des bras, de fémur, etc. Fouillé à son tour, le fou cachait dans ses poches un iPhone et une somme de $1000 américains. Merci beaucoup, Enoch Issei. C'est avec cette information sur le fou rencontré avec des téléphones et des restes humains que nous mettons un terme avec cette revue de presse. Merci beaucoup. Voilà, c'était la revue de presse. Mais ce journal pointe déjà vers sa fin. Et moi, je vous rappelle les différents titres. Bientôt, le gouvernement va lever toutes les mesures barrières dans la lutte contre la Covid-19. Une réunion a été organisée quant à ce mardi par le Premier ministre pour statuer sur la question. Et puis, processus de paix dans la partie orientale de la RDC, une rencontre d'évaluation de ce processus est prévue pour ce mercredi. Elle mettra ensemble l'ex-président du Kenya, Uhuru Kenyatta, le VPM en charge de la défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Et puis en dernier, à l'international, l'espace l'UEMOA doit connaître une croissance de 7% en 2023 contre 5,9% l'année précédente. C'est ce qui ressort de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue ce samedi. Voilà tout pour ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.